Salut à tous, âmes voyageuses, amateurs de nomadisme et de liberté. Bienvenue dans cette troisième partie des aventures de ma vie en van aux États-Unis, dans un petit détour par le Canada, un petit qui est finalement un grand détour, où on va voir des choses incroyables, des paysages fantastiques et plein d'anecdotes, de réalités de la vie nomade et surtout d'une vie aussi résiliente, de vraiment la rencontre de la terre qui nous entoure, de vivre avec cette terre-là. Et j'en profite de ce film-là pour vous parler d'un nouveau projet. J'ai besoin de vous pour faire exister ce projet-là. C'est la première bande dessinée sur la vie en van qui parle justement de ce voyage initiatique-là à travers l'ouest de l'Amérique du Nord, qui est un voyage qui a été fait de plein d'anecdotes et de rencontres et d'enseignements. Et surtout une bande dessinée et un roman graphique, j'aime appeler ça un roman graphique en fait, qui comporte plein d'anecdotes et plein de choses que je ne peux pas ou que je n'ai pas pu ou pas voulu montrer dans mes films. Et donc vous n'avez jamais vu, jamais entendu parler. C'est vraiment une partie beaucoup plus intérieure, beaucoup plus profonde qui vous sera montrée dans cette bande dessinée. Donc je vous encourage à aller jeter un œil sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller soutenir ce projet-là. On a besoin de 250 préventes pour faire exister ce projet. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai très hâte de vous partager ça parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. L'une de mes plus grandes œuvres, je crois, des éditions Ma vie en van. Donc sur ce, je vous laisse avec des images fantastiques, des paysages incroyables. Une aventure qui finalement m'a amené là où je suis aujourd'hui, en grande partie. Mais pour ça, il faudra voir la partie 4 et lire la bande dessinée. Et donc sur ce, je vous laisse avec ce film-là, des aventures de ma vie en van en Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien et dans cette Amérique du Nord de ces grands paysages. Donc bonne aventure, bonne vidéo, bon visionnage et merci de votre fidélité et à très vite sur la route. Bye. Aujourd'hui, être parti n'est plus assez. Voilà des années que je suis sur la route et il y a tant de temps que j'essaye de trouver ma vérité. C'est pour cela que j'ai rejoint ces contrées où la terre est vraie et où personne ne peut mentir sans conséquence. Car mentez-vous à vous-même et cette terre se fera un plaisir de vous rappeler que ce qui compte le plus n'est pas votre destination ni le jour d'après mais le moment présent. Hey there. Where are you going? Après plusieurs mois d'aventure, je quitte les États-Unis avec quelques larmes et beaucoup de découvertes et d'enseignements, comme vous avez pu le voir dans les films précédents. Je fais un détour temporaire par le Canada pour renouveler mon visa, afin de terminer cette épopée américaine après le printemps, même si je n'ai toujours aucune idée où tout ça va nous amener. Ce que je sais est que penser qu'on choisit sa destination finale est une illusion. Il y a quelque chose de plus grand qui décide pour nous, et s'y soumettre est la seule manière de vraiment voir le chemin devant soi. Et nous voici direction le Canada. J'étais dans l'état de Washington et on va prendre le ferry vers les îles de Vancouver et Victoria pour la suite de l'aventure. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de fin de voyage, mais on entre un peu dans une nouvelle partie en fait du voyage qui inclut bien des nouveaux paysages, une nouvelle faune, une nouvelle flore. Donc on va dans une deuxième partie du Pacifique Nord-Ouest et après le sud-ouest des États-Unis, après la Californie, après la côte ouest orégonienne, et bien le Pacifique de l'Ouest canadien nous attend. So proudly we hailed
bienvenue en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est un pays en soi. D'une superficie proche de 1 million de kilomètres carrés, oui, vous avez bien entendu, 1 million de kilomètres carrés, la plupart du territoire est fait de forêts et de montagnes. Sur la côte, cependant, on retrouve le plus d'habitants et de tourisme et de plages, ce qui rend la vie en van à la fois riche en diversité et en activités, mais moins facile à vivre quand on aime improviser et faire du camping sauvage. Car qui dit lieu touristique dit moins de liberté et beaucoup plus d'interdiction de stationner. Mais on va quand même faire de notre mieux et essayer d'aller dénicher les plus beaux spots du coin. Je suis à Tofino, on est de l'autre côté de l'île de Victoria, de l'île de Vancouver. Et je réalise qu'on est au bout de l'ouest, de ce que l'ouest peut être au Canada. On est vraiment au bout du bout. Et outre le fait de juste marquer le coup, je réalisais que je savais pas pourquoi je suis venu à Tofino. Tofino, c'est une ville très touristique. Il y a beaucoup de plages et il y a beaucoup de monde. Et moi, des plages abandonnées immenses, en Oregon, Washington, au nord de la Californie, il y en avait en masse et ça m'a fait un peu comme le blues, ça m'a donné un peu le blues des semaines passées et des mois passés. J'ai comme un peu un mal du pays à l'envers. Pourquoi je suis venu? Et j'étais un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. Et j'ai essayé d'analyser toutes les raisons pourquoi. À Tofino, il y a des panneaux de parking de nuit interdits partout. Donc ça veut dire que pendant pas mal de temps, il y avait beaucoup de gens en van, surtout des surfeurs et tout ça qui venaient juste se stationner. Puis aujourd'hui, tous les stationnements dans un rayon de peut-être 10 km autour de Tofino sont eh bien, interdits de nuit. Donc, on n'est pas les bienvenus ici. Moi, j'aime pas passer du temps dans des endroits où on n'est pas les bienvenus en tant que campeur de van, campeur de van, je sais pas comment appeler ça. En fait, je sais pas trop qu'est-ce que c'est le plan, mais j'ai bien fait de venir m'arrêter, d'aller voir l'eau. Alors là, je sais pas trop, en fait, je vais passer la nuit et je vais peut-être, pour la première fois en 2 ans, de vanning à travers l'Amérique, je vais peut-être déroger à mon principe de base qui est de ne pas payer pour du camping. Et ce soir, j'ai juste pas la force de faire plus de route, ni de chercher. Alors ça se pourrait bien que ce soir soit le premier camping de ma vie en van en plus de 2 ans.
toujours avoir un rasoir avec soi. Le camping était 25 $, mais aller chez un barbier, ça m'aurait coûté dans les 25 $ aussi. Et demain, on va prendre un cours de surf pour la première fois. Ça fait très longtemps que je veux le faire. Puis là, finalement, je me suis décidé. Donc, beaucoup de choses autour de ce camping arrivent. Man. Just want to get back on it now. Alors on quitte le camping après une après-midi de surf. Wouh! C'était vraiment une de mes meilleures après-midi sur l'eau que j'ai jamais passé. En fait, c'est assez drôle parce que quand je vais me mettre sur la route, ça va être un peu plus facile de me concentrer. J'en reviens. J'ai profité pour en prendre une dernière petite douche à ce joli petit camping. Et nous, on reprend notre petite route et on va aller dans le bois, dans les montagnes, au milieu on va sortir de la côte de Tofino et on va se trouver un petit spot pour quelques jours. Alors là, on va se chercher un petit endroit de camping et c'est ça le plan, aussi simple que ça. Alors nous voici à un spot de camping sauvage assez incroyable. On est au milieu d'une forêt presque amazonienne, mais on a la rivière juste ici. Fantastique. Regardez ça. Bon, la route était assez difficile pour venir, mais je pense que ça valait la peine. Depuis 2 jours de suite, donc là je prends un peu l'air parce que je suis resté dans la Flowmobile pas mal toute la journée. C'est vraiment un des plus beaux spots où je suis de camping sauvage. Ici c'est comme une forêt humide avec
des cèdres vieux de 200 ans. On a vraiment l'impression d'être complètement tout seul. Un très bel endroit. Mais la pluie, on s'habitue progressivement à la pluie. On vit avec. Mais waouh, ces arbres-là, c'est vraiment juste extraordinaire. Cet endroit du monde est unique et sacré. C'est un peu le symbole du clash entre notre monde moderne et un monde plus ancien fait de merveilles naturelles millénaires. C'est à cet endroit même que les derniers arbres géants, épinettes de Sitka et autres cèdres rouges de presque 100 mètres de haut, se tenaient et donnaient l'impression qu'il faudrait une éternité avant d'y venir à bout. Mais la mécanisation et surtout la mondialisation ont rendu ces endroits sacrés alors qu'ils étaient auparavant simplement une nature qui appartenait à chaque humain, du temps qu'il en prenait soin et en faisait partie. Aujourd'hui, le politiquement correct et la diabolisation de la coupe du bois rend ces endroits encore plus sacrés qu'ils ne le sont déjà. Sommes-nous condamnés à faire disparaître tout ce que nous côtoyons? Ou au contraire, est-il possible de vivre avec cette nature? Cette nature n'est-elle pas en train d'essayer de nous rappeler à quel point il n'est pas si difficile de vivre avec elle du temps qu'on la respecte, mais par-dessus tout, du temps qu'on se respecte en tant qu'humain. Ma prochaine ferme de woofing se trouve sur une île. Je me trouve déjà sur les îles de Vancouver, sur l'île principale. Et maintenant, on se rend sur Thetis Island, où se trouve cette ferme. Donc, il faut traverser un petit bout d'océan et prendre le bateau avant d'arriver là-bas. C'est à peu près une demi-heure ou une heure de trajet. Donc, première étape, prendre le ferry. Hi there. Hey, how you doing? Thetis, go lane 3. Lane 3? All right, thank you. Être fermier nomade est ma réelle activité en tant que voyageur. Voyager, au fond, est juste un dommage collatéral de cette vie que je me suis créée. Depuis des années maintenant, outre mes aventures sur la route, je vais de ferme en ferme, avec la volonté de voir et d'apprendre différentes manières de faire, différentes manières de vivre, de se nourrir, d'être autosuffisant, mais toujours avec la même volonté d'être un artisan de son propre bien-être et de faire partie de la terre sur laquelle on vit. Ici, on m'a prêté un petit lopin de terre sur cette île au milieu du Pacifique, où je m'occupe d'un projet pilote de ferme régénérative sur et au milieu de ce que je ne savais pas être l'un des plus beaux endroits sur la planète.
Bon, et je dois dire qu'une des choses assez incroyables ici, c'est d'être sur l'océan. Alors il y a plein de loutres, il y a des baleines, il y a des orques aussi, il y a beaucoup de choses. Alright, alors maintenant on va préparer la soupe. Je vais couper pour celles qui n'aiment pas mâcher. Et des petites pépites de betterave. Alors on va faire le test, voir si elles vont rentrer. You're funny, Didi. You're so funny. Come, Didi. Come on. Come on. Come on. Alors tous les matins, je vais mettre là pour que vous voyez l'océan. Ici, on est sur une aire qui fait de la gestion des pâturages en rotation de pâturage. Et donc, parmi les animaux, il y a évidemment les petites poules. Donc, tous les matins, je bouge cette partie-là et on l'avance au fur et à mesure des jours, tous les jours ou tous les 2 jours, pour que les poules travaillent sur une nouvelle partie des sols. Donc, je pensais que ce serait drôle de vous montrer. Savent que c'est l'heure d'aller manger. Je pensais que ce serait drôle de vous montrer une petite time-lapse pour voir comment ça fonctionne. Oh! Des colibris.
do the kale first, and then something can go between the lettuce. You don't have to be so soft with the kale as you do the tomatoes and that. So just go like that. But if we're to get in here and start working around with it, it's going to really mess things up. So that's how come it's really good to get this back on it. So I'm going to get my soil in there. You can see how it just ripped there. This soil is going to keep it in place. More soil, my fingers, and I'm not really patting it down because I need that to still be the water to get in there. And this is what binds it by doing that. Oh yeah. Donc on a les œufs des poules, on a la charcuterie des porcs, on a le lait des chèvres, avec quoi on fait du fromage. Et j'ai fait pas mal d'expérimentations de fromage. Et ensuite on a les légumes de ces pâturages qui auront été labourés et on amène les animaux dans un autre endroit. Hi. Hello, buddy. What are you eating? What are you eating? Oh, little buddy. Hi. Le plus dur dans le nomadisme, c'est s'installer quelque part tout en sachant que ce n'est pas chez nous. Le plus bel aspect de ce mode de vie est également le plus cruel parfois, car l'humain très vite se crée un chez-soi, choisit sa tribu, se met à l'aise, non pas pour juste survivre, mais pérenniser. D'où, vous vous souvenez, cette importance primordiale du moment présent. Savoir que ce qui compte, ce n'est pas demain, mais c'est cet instant. Cet après-midi tranquille, sous le soleil, rafraîchi par l'air de l'océan, après une matinée de dur labeur, cette marche dans le bois à tailler les mûriers avec les chèvres, ces micro-instants qui, mis bout à bout, deviennent une vie entière, mais qui ne peuvent pas être, pour l'instant, votre foyer. Le nomadisme apprend l'art du présent à la dure. Car un jour, il vous faudra quitter ce nouveau confort que vous vous êtes créé, ces habitudes qui rythmaient vos journées et adoucissaient vos peines. Tout ça pour un jour peut-être à votre tour créer votre chez-soi, semi-nomade ou non. Mais sans ce mouvement, jamais vous ne pourrez explorer le monde de possibilités qui s'offre aux âmes libres qui se donnent le droit de l'être, et jamais vous ne pourrez savoir que la peur du lendemain ou de ne pas avoir de chez-soi n'est finalement pas si importante, pas si grande, car tout ce qui compte, c'est que notre chez-soi soit à l'intérieur de nous-mêmes.
quitte la civilisation pour quelques jours. Même si ça fait déjà plusieurs semaines que je suis dans des fermes, dans des endroits très isolés et très naturels. J'ai réalisé que ça faisait quand même assez longtemps que je n'étais pas allé faire du plein air, du vrai plein air. Je me trouve vers Campbell River. On est dans le centre nord de l'île de Vancouver, donc un endroit un peu plus sauvage et avec beaucoup de sites de terre de la couronne. Donc du camping sauvage gratuit, plein de lacs, plein de rivières. Hier, alors que j'attendais que mes lessives, mon lavage soit fait à la buanderie, comme je le fais toutes les 2-3 semaines, j'en ai profité pour mapper un peu, juste avoir une idée de base de là où je voulais aller pour le camping et pour faire du portage. Je pense qu'on va voir, là je vois déjà des petites montagnes. Donc, encore une fois. Donc c'est parti pour quelques jours. Pas de réception de téléphone, pas grand chose. Oh, c'est ici qu'on tourne. Oh my god. Ici, on est sur le lac Gosling, comme Ryan Gosling. On voit une petite montagne ici. Et je pense qu'il y a un petit spot pour le van là. Sauf que l'accès est vraiment ridiculement pas facile. Mais on va sûrement y aller. On a une super belle vue ici. Donc voilà, on est prêt. J'ai mon petit sac à l'avant, le petit cockpit, la petite rame qui est pliable, démontable. Et nous, le petit chapeau de pêcheur, le gilet de sauvetage évidemment. Et c'est parti.
Aujourd'hui, on est sur un parcours, je fais une partie d'une grosse route de portage. Alors, le portage, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une manière d'explorer plusieurs lacs. Et donc, portage, porter, on porte son canot dès qu'on ne peut plus passer des rapides ou qu'il y a un bout de terre et on va à un autre lac ou à une autre rivière. Et donc, c'est une grosse route de portage qui s'appelle la Sayward Canoe Route. Et c'est une route assez historique parce que vous savez, dans la chanson que je vous ai chantée, Voyageur, Voyageur, va faire tes bagages, c'est à l'aube que nous partirons. la chanson du voyageur, ben c'est exactement de ça que ça parle. C'est l'exploration un peu de cet ouest canadien en faisant du portage comme ça a été fait dans l'est canadien. Et moi, je vais faire une petite partie, c'est à peu près 10-15 km, donc un mélange de pagaille et de rando. Et le tout peut se faire en 3-4 jours, un peu moins même. Ça fait le tour un peu de plusieurs lacs. Et on se trouve à l'ouest de Campbell River. Et la rivière de Campbell, c'est en fait une des rivières les plus, les plus puissantes de cette région-là et qui donne beaucoup d'électricité aussi parce qu'il y a beaucoup de barrages et ça, on voit l'impact. De cette manière, en fait, on voit l'impact de l'homme, mais à la fois on ne le voit pas. Parce qu'il y a des endroits qui sont préservés et à la fois il y a des endroits où on se trouve dans un endroit où vous vous souvenez, hier on a passé plein de coupes de bois, parce que le sentier c'est un sentier de la coupe du bois, et ça m'a fait un peu changer d'avis sur ce que je pensais avant, c'est-à-dire j'ai travaillé sur un documentaire il y a quelques années, c'était au début de ma vie en van, dans le nord de la Colombie-Britannique, sur les planteurs d'arbres, et c'était un peu des paysages désolés et désolants de voir cette coupe du bois qui a anéanti plein de faces de montagnes. Et en fait, mon opinion a un peu changé là-dessus parce que si c'est fait de manière raisonnable et bien organisé et bien géré, en fait, le bois, c'est un peu une des matières premières de l'homme et c'est aussi une matière renouvelable. En fait. Si elle est bien gérée, c'est une matière qui est renouvelable. Et donc, il ne faut pas avoir je pense, une sorte d'attitude constamment anti-industrie quand il s'agit des ressources naturelles, pas toutes, mais mon opinion a un peu changé là-dessus parce que si c'est bien fait, malgré que quand on passe à travers des aires de coupe du bois, c'est des paysages un peu du Mordor, du Seigneur des Anneaux, faut pas oublier que c'est ça qui, d'une certaine manière, qui nous donne accès, nous, les amateurs de plein air, à des endroits comme ça, parce que c'est grâce aux voyageurs, il y a 2 siècles, que ces endroits-là ont été un peu familiarisés et ont été changés, certes. Donc il faut trouver un équilibre en fait entre l'exploitation et juste pour le plaisir de l'homme, que ce soit pour avoir son bois et ses meubles en bois, ou aussi le plaisir de l'homme de pouvoir juste pagayer sur un lac et y accéder. Et à la fois respecter l'environnement qui, parfois, n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire que pour préserver la nature d'une certaine manière, la meilleure chose à se faire, c'est de ne pas sortir dans la nature. Mais comment se rendre compte de qu'est-ce que la nature est, comment arriver à la comprendre, arriver à l'aimer sans la consommer. Et c'est un peu une sorte de paradoxe, évidemment. Comme tout, il faut trouver l'équilibre et l'humain a pas toujours, l'homme n'a pas toujours une bonne conception de qu'est-ce que l'équilibre et la modération, mais je pense qu'il faut être optimiste et voir tout ça d'un bon œil. Donc voici un peu d'histoire, un peu de géographie. Et en face de moi, il y a les montagnes que vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, vous voyez sûrement un lac. On est sur le lac Gosling, comme Ryan Gosling. J'ai déjà fait celle-là. Et on va aller vers le lac principal, le Upper Campbell Lake, qui est en fait une sorte de gros réservoir immense. Réservoir, c'est un mauvais mot. Et on va aller voir ça. Et je pense que ça devrait être une petite rando d'un jour. Et je vous laisse sur ces belles images parce que je fais que parler là. Le lac principal est ici. Donc, je voulais juste voir où est-ce qu'on fait notre petit point de portage.
Et nous voilà au grand lac de Campbell. Du sapin et de l'odeur du cuir, nous pourrons y faire nos chansons. Nous pourrons, oui, 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 nous pourrons, non, 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 nous pourrons y faire nos chansons. Nous pourrons, oui, 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 nous pourrons, non, 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 nous pourrons y faire nos chansons. Now they're gone to a new adventure while the wind hums a joyous song. While the wind, wee, 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 while the wind, no, 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 while the wind hums a joyous song. While the wind, wee, 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 while the wind, no, 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 while the wind hums a joyous song. Moi, je vois les montagnes au loin, vous les voyez pas. Mais c'est assez inspirant de se trouver au milieu de nulle part, pas vraiment de nulle part en fait, mais justement au milieu de tout ça. Vu qu'on est dans la nature, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, aucun divertissement, juste le divertissement qu'on se crée, le divertissement de la nature. Et j'aime bien ces moments-là parce que ça me permet de reconnecter également avec la lecture. On a parlé de livres il y a quelques vidéos déjà, et je voulais vous parler de nouveaux livres que j'ai. J'aime pas beaucoup ça, mais j'en lis plusieurs à la fois. C'est des livres très différents, donc en fait finalement c'est pas si pire que ça, mais en tout cas, je devrais faire une sorte de chronique comme ça sur les livres que je suis en train de lire. À la ferme à Washington, on se passait beaucoup de Steinbeck. Steinbeck, en fait, c'est un auteur que j'avais très peu lu, qui est, je pense, devenu mon auteur américain favori. Il y a un livre qui s'appelle Travels with Charlie, Voyage avec Charlie, qui est en fait sur sa traversée des États-Unis avec un camper et son chien à la rencontre des vrais États-Unis. Comme quoi, j'ai rien inventé. Vraiment pas. C'était en 1960, peu de temps avant sa mort. Et la plupart de ces grands classiques, comme Les raisins de la colère, À l'est de Éden, et il y en a un autre qui s'appelle L'hiver de notre mécontentement, que je n'ai pas encore trouvé en format de poche comme ça. Regardez, 1,25$, ça valait la peine. Et ce sont des livres qui résonnent beaucoup avec ce que je fais sur le woofing, parce que on voit dans ces livres qui se situent dans les années 30 tout l'exode rural et l'industrialisation de l'agriculture. C'est des sujets en fait qui sont abordés d'une manière très locale, très régionaliste si on veut, mais qui résonnent de manière très globale, parce que l'impact que les événements qui se passent dans ces livres, dans tous les livres de Steinbeck, l'impact que ça a eu a été bien global. Et je trouve ça très intéressant parce que Steinbeck, il est de cette génération où la plupart des auteurs américains sont allés en Europe, ils sont devenus un peu des bourgeois, sont un peu devenus des sortes de voyageurs internationaux,
alors que Steinbeck, il est resté en Amérique du Nord pour essayer d'en apprendre plus sur son pays, alors que tout le monde était fasciné par les arts d'ailleurs. Et je trouve que c'est un auteur américain qui fait honneur en fait aux vrais États-Unis, c'est-à-dire pas les États-Unis. Quand les gens parfois on dit États-Unis, certaines personnes ont un cliché. Moi, quand je pense aux États-Unis, je pense pas à ça, et je pense que c'est de la même manière que dont Steinbeck parle des États-Unis. C'est un peu des États-Unis ruraux, très authentiques, et je sais pas, il y a quelque chose qui est très, ou peut-être c'est juste personnel, c'est juste ma manière de voir les choses. Thank you. On est sur le ferry qui s'en va à Quadra Island et nous on s'en va en fait à Cortez Island. Il faut prendre 2 bateaux, donc un pour aller à Quadra et un pour aller à Cortez. La raison pourquoi, c'est parce que quand j'étais à ma ferme de woofing sur l'île de Thetis, sur Thetis Island, j'ai rencontré des gens dont la famille a des terres à Cortez et ils ont des chèvres. Donc je me suis dit que tant qu'à faire aller explorer la partie nord, ce qui s'appelle la Discovery Coast en Colombie-Britannique, que je reste encore un peu sur les îles, eh bien pourquoi ne pas aller regarder de ce côté-là, sur une île très différente. Les îles sur les îles de Vancouver ont toutes un caractère très différent, une culture presque différente. Donc ça va être très intéressant d'aller d'abord à Quadra Island, qui est une île assez connue des îles du Golfe de l'île de Vancouver, et ensuite à Cortez. Donc pour l'instant, on est sur le ferry. Ouh là là, est-ce qu'on va y arriver? Oh wow! Alors c'est extrêmement beau ici. Wow! Beaucoup trop beau. Hi there. How you doing? Thank you.
Let's go. Go on, mister. Go on. Hi. Hi. No. Hi, buddy. Let's go. Let's go. Hey, Benny. Bon, ça fait 3 jours que je suis sur Cortez. Et là, c'est le temps de repartir pour l'île principale. Ici, c'est un endroit assez paradisiaque. On pourrait y rester toute une vie peut-être. Et on a plein de petits copains. Et c'était assez cool de voir une manière plus rustique d'avoir des chèvres. Et on a fait, j'ai fait du fromage encore. Et c'est un endroit assez beau, très simple, avec un petit jardin là, des petites chèvres ici. Et l'océan et les baleines là-bas. Et les orques aussi, mais j'en ai pas vu. Oh. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde que j'ai rencontré me disait il faut que tu ailles sur Cortez, il faut que tu ailles voir Cortez, etc. Et j'étais pas supposé venir au début. Puis finalement, je suis content d'avoir un peu pris le temps de venir. On fait un gros détour, mais les gros détours, en fait, on vit pour ça. On vit pour les grands détours. Donc, on dit bye bye aux petites chèvres et à la prochaine. Bye bye. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges mon bras? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? En espérant voir des orques, mais pour l'instant, pas beaucoup de chance. Derrière, on voit les montagnes du continent de la Colombie-Britannique continentale, et c'est là où on va se rendre bientôt, parce que oui, après plusieurs mois passés sur les îles, mais il faut bien rentrer sur le continent nord-américain. Donc c'est un petit aperçu avant de nous y rendre et de
voir ce qui nous attend. Après plusieurs semaines printanières sur les îles, il est temps pour moi de rejoindre le continent. Passer Vancouver et la congestion des centres urbains si déconnectés de la nature qui les entoure et à mes yeux si stressants, me voici de retour sur le chemin des montagnes et des vallées, où j'ai hâte de passer du temps en camping, mais aussi à la rencontre de tout ce qui m'attend sur la route. Alors ça, on n'est plus habitué, il y a encore de la neige. J'avais un super spot de camping que je voulais voir. En plus, il y avait une randonnée, j'aurais pu sortir le pack raft. Et malheureusement, la route est pleine de neige. Alors, qui avait oublié qu'il y a encore de la neige à certains endroits? Alors maintenant, on est à un endroit où en fait, il y a trop d'espace, je sais pas où me mettre. Mais je crois que c'est un bon spot ici pour ce soir. La petite rivière. On va s'ouvrir un petit cidre qui vient des îles de Vancouver. Je l'ai trouvé à un marché fermier et c'est pomme poire. Oh boy! Oh my god! Oh, les ours ils vont sentir la pomme. On n'est pas des campeurs bas de gamme, donc on va prendre un verre quand même. Très belle couleur. En fait j'aime bien le cidre sec. C'était un très bon cidre. Sur Cortez aussi, mes amis faisaient leur propre cidre. Oh, c'était tellement bon. C'est bon. Regardez cette assiette printanière. Pommes de terre nouvelles avec plein de choses qui viennent des fermes où j'étais. Ça y est. Le combat contre les moustiques commence. Il fait super beau et je crois qu'après 2 jours ici, on va changer de spot et avancer progressivement vers la région de l'Okanagan et de Kootenay. Kootenays. Oh, 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 un autre. Ah. Oh, on va le voir. Attention. Oh no. Ah. Oh my god. Je reprends mon sang. Step we gaily on we go, heel for heel and toe for toe. Arm in arm we go, off on Mari's wedding. Over hillways, up and down, Myrtle Green and Bracken Brown, past the shilling through the town, all for sake of Mari. Step we gaily on we go, heel for heel and toe for toe. Arm in arm we go, off on Mari's wedding. Plenty herring, plenty meal, plenty pig to fill her creel, plenty Ronnie Barnes as well as the toastful Mari.
est dans la région de l'Okanagan, pas trop loin de Kelowna. Et aujourd'hui on fait l'ascension de la montagne Knox. Il y a pas mal de vie sauvage ici et je suis déjà essoufflé. Alors vous savez qu'il y a quelques années, il y a environ 8 ans, j'ai traversé le Canada avec mon meilleur ami de l'époque en vélo. Nous avions fait Vancouver-Montréal et c'est très drôle, après avoir traversé de nouveau le Canada en van 4 fois, de repasser par les mêmes chemins et d'une certaine manière d'apprécier un peu plus, parce qu'à vélo on apprécie le présent, mais parfois des détours on ne peut pas vraiment en faire. Alors qu'avec le van, un détour de 3 jours en vélo, ça peut se faire en quelques heures. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Oui, parce que je suis à vélo. Alors moi j'ai pas un vélo de montagne. C'est un peu plus dangerous de faire ça en vélo. Voici la vallée de l'Okanagan. La vallée de l'Okanagan, c'est une vallée très fertile, avec beaucoup de vignobles, beaucoup de fermes. Et c'est un peu un des foyers de la production agricole au Canada. Parce que c'est une sorte de microclimat en fait. Donc maintenant c'est parti pour la descente. On va se mettre en version Tour de France. Descente en mode aérodynamique. Alright, alors je prends pour la première fois de ma vie en van un pousseux. Hey there, where are you going? I'm going to Nelson. Is there a town close to where I can drop you off, or? I have no idea. Yeah, I haven't been picked up in 4 hours, so. Oh really? Yeah, I might as well just keep on going that way. Yeah. Hold on, I've got so much stuff, I'm just gonna... I'm from New Brunswick. Where are you from in New Brunswick? Moncton. Oh really? You francophone? Oui. Oh, moi aussi. I lost it. I've been out here for 20 years now. I've been doing a lot of sacred geometry. I don't know if you've ever heard of the Sri Yantra. It's like Alright man, see ya. Take care.
ici, dans les Kootenay, on mange des baies sauvages. Alors, il y a plusieurs types de baies sauvages. Les meilleurs sont les huckleberries. Je ne sais pas ce que c'est en français. On va les appeler bleuets, même si je sais que c'est pas la traduction exacte. Oh. Alors, en territoire de grizzly, vous allez rire, mais ce que je fais, en fait, c'est que les ours, il y a l'odeur de l'ammoniac qu'ils n'aiment pas trop. Dans notre urine, il y a de l'ammoniac, et dans notre urine, il y a aussi eh bien, notre empreinte. Donc, ce que je fais, c'est... j'ai lu ça dans un livre de Farley Moat. En fait, il faisait ça avec des loups. Même si moi, c'est pas du camping en tente que je fais, donc c'est quand même assez sécuritaire dans le van. Mais juste pour pas attirer trop, ce que je fais, c'est... je me fais une petite frontière. L'endroit où on se rend est un endroit très intéressant. C'est un village qui s'appelle Sandon. Et il y a plus d'un siècle, les Européens qui sont venus par là pensaient que ce serait le nouvel Eldorado. Malheureusement pour eux, ça s'est pas si bien passé que ça parce que c'est une ère avec beaucoup d'avalanches et dans une vallée qui s'inondait chaque année. Donc pendant 30 ans, cette région s'est bâtie autour de ce village-là qui, dans les années 1910, a complètement été abandonné. Les gens ont réalisé que c'était pas vraiment une si bonne affaire que ça de s'installer ici. Et c'est assez incroyable de se dire que c'est très difficile d'imaginer qu'ici se trouvait une ville en plein boom. Les forêts ont été détruites, mais en 100 ans, elles ont repris leurs droits sur ce village abandonné qu'on va donc juste voir. On va juste voir un peu de quoi ça a l'air, puis il n'y a pas grand chose à faire en fait. C'est assez juste intéressant de se dire qu'ici se trouvait un point chaud de l'activité dans les Kootenay, dans cette région de la Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Pas un tout. Rien du tout. À part des arbres. Ok, alors nous on est prêts. On va aller de l'autre côté, ici, voir de quoi ça a l'air, les Kootenays au milieu d'un lac. Il y a la pluie qui arrive.
Derrière moi, il y a des gens qui ont traversé le Canada en autostop et ils sont tellement rustiques et tellement minimalistes que j'ai envie de leur donner quelque chose, même si je sais qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de moi, mais on passe la nuit ensemble dans un spot de camping extraordinaire en fait. La pluie est en train de tomber, il y a un gros orage qui arrive, donc je pense que je vais leur proposer. J'ai fait du taboulet aujourd'hui, donc je pense que je vais leur en proposer un peu. Je vais leur donner un petit ziploc de taboulet, parce que parfois il faut savoir partager. De plus en plus dans mes voyages, j'arrive à des moments où je vais vouloir partager des choses et je trouve ça assez intéressant, cette progression dans la façon dont je voyageais qui aujourd'hui est peut-être un peu plus orientée vers les autres et ou peut-être c'est dans les endroits où je vais avoir tendance à rencontrer plus de monde aussi peut-être, et j'aime beaucoup cette progression en fait de passer d'un voyage qui est parfois en solo où j'aime beaucoup ça et de le ponctuer de moments où je vais rencontrer les autres, parce que dès qu'il y a une rencontre, il y a un échange, et dès qu'il y a un échange, on peut en apprendre beaucoup sur les autres et sur soi. Et je trouve qu'en donnant, en voulant partager quelque chose, je sais pas pourquoi j'ai cette volonté de vouloir partager de plus en plus des choses. Un bout de taboulet, c'est pas grand chose, juste un petit lunch, mais juste contribuer au voyage des autres aussi. Je pense que tous les humains partagent ça, même les sédentaires, les semi-nomades, les vrais nomades, je sais pas où me mettre et je sais pas où mettre les gens, mais je dirais que c'est pour ça qu'on voyage aussi peut-être. C'est peut-être pour ça que le voyage existe, pour donner à notre conscience un goût de la réalité des autres. Peut-être. Aujourd'hui, on va faire de la route et on va essayer quelque chose. Je sais pas en fait. Les petits postes de frontière, c'est la meilleure chose. Tout le monde était tellement sympa, c'est allé super facilement. Et nous voici en Idaho. Et on s'en va au Montana. Let's go! Oh Montana, chez Montana. Oh Montana, reste là, ne change pas. Garde tes os et tes bisons. Tes grands élans me nourriront. Oh Yellowstone, on ne part pas
de Buddha-Lolo en passant par Missoula. Non, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Pardonne-moi d'avoir quitté le Montana. Je reviendrai, je resterai. On montera ensemble Bob et ses forêts, depuis Dixon jusqu'à Bozeman, de Kalispell jusqu'aux chevaux de Wilder's Island. Oh Montana, cher Montana, tes montagnes missions sont roses jour comme nuit. Oh Montana, cher Montana, j'ai pris mon cheval pour m'en aller à Marseille. On t'appelait, on t'appellera The Last Best Place pour mon cœur et pour mes amis. Il y a Steve et puis Jonah, ils ont grandi au Montana, j'étais parti. Partir du Montana fut l'erreur de ma vie. Revenir au Montana, ça m'a fait revenir en vie. Merci d'avoir visionné cette troisième partie des aventures de Ma vie en van aux États-Unis. Rendez-vous très bientôt pour la partie finale, bientôt disponible. Et en attendant, si cela vous a plu, je vous encourage à vous procurer la bande dessinée Road Trip qui parle de tout ce que ce film n'a pas montré sur ce voyage initiatique à travers l'Amérique du Nord. Bonne route et à très vite.